Cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio avec Yoann Huget, Philippe Spanghero. Au sommaire ce soir, trois clubs français en quart de Champions Cup. Retour sur la qualification du Stade Toulousain avec Mathys Lebel, notre invité. André Boniface, la légende du rugby français, nous a quittés aujourd'hui. On y reviendra avec deux invités qui seront Patrick Nadal et Joe Mazot. Et puis comment va évoluer le rugby? World Rugby veut changer les règles profondément. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission avec Louis Picamol et également Thomas Charabas, arbitre du Top 14. Vous aussi, vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Yoann Huget. Bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir à tous. Et bonsoir Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Les trois infos à retenir de ce lundi côté rugby si on n'a rien suivi. Évidemment, on va démarrer avec une profonde tristesse. On a appris ce matin le décès d'André Boniface, la légende du rugby français, légende de l'US Dax et du Stade Montois et de l'équipe de France. Boniface nous a quittés à l'âge de 89 ans aujourd'hui. Autre nouvelle, c'est le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui a annoncé que la municipalité de la Ville Rose allait soutenir le projet d'agrandissement du stade Ernest Vallon entre du stade toulousain, un soutien à hauteur de 20 millions d'euros. Une annonce qui fait écho au choix aussi du stade pour les finales de Pro D2 jusqu'en 2027. Et puis enfin, on connaît les affiches de Champions Cup. Il y aura à 16h UBB Harlequins, à 18h30 Leinster La Rochelle et à 21h Northampton Bulls. Ce sera samedi. Et puis dimanche à 16h Toulouse Exeter. Des rencontres à vivre évidemment sur Sud Radio, la radio du rugby. Bien sûr, la radio du rugby qui est heureuse d'accueillir ce soir sur notre antenne Mathys Lebel, l'ailier du Stade Toulousain. Bonsoir Mathys. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct avec un certain Yoann Huget. Je crois que vous connaissez un petit peu. Un peu, on s'est croisés. Voilà, ancien ailier du Stade Toulousain. On va revenir bien sûr sur la performance et la qualification des Toulousains, somme toute assez logique et aisée quand même. Yoann, t'es d'accord? Les Toulousains, voilà, ils ont été tranquilles. Il y a eu le vent qui les a un peu perturbés, peut-être. Ouais, le vent et leur jeu est pas totalement mis en place sur ce match-là avec ce match piège annoncé, mais en tout cas, ils ont fait preuve de solidarité et encore une fois, un grand Mathys Lebel qui a marqué de son essai, même s'il a été bousculé par un Racing Man. Il a rien dit, c'était étonnant de sa part, lui qui est un peu sanguin. Ah, Mathys, explique-nous ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens pas de cet épisode. Non, je crois que c'est Henri Chavancy qui trébuche et qui le pousse. Ah oui, c'est vraiment Chavancy. Je suis pas sûr que ce soit méchant. Trébuché ou pas, mais bon. Non, mais en tout cas, t'as l'air en forme, Mathys. C'est bien de te voir comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, ton retour après les 6 nations? Ça t'a permis de souffler aussi, le fait de moins jouer. Et là, on te sent plein de cannes depuis ce match aussi à Bordeaux que tu nous avais sorti. Ouais, après, forcément, tu sais, sur les périodes, on va dire, où de ces nations, on reste des compétiteurs et toi, tu le sais très bien. Et quand tu joues pas, t'accumules un peu de frustration et j'ai la chance d'avoir de très bonnes relations avec les coachs et où on a réussi à optimiser peut-être le temps et la frustration pour pouvoir essayer d'être le plus frais possible pour cette fin de saison, quoi. 31-7 Philippe Spanghero quand même. Ils ont déroulé. On a l'impression que le plan a fonctionné à merveille. Vent contre première mi-temps, on gère, on tourne à 10-0. Après, c'était je sais plus si c'est le score de la mi-temps, mais enfin en tout cas, c'était tranquille. Ouais, c'était tranquille. Et puis c'est vrai qu'on a senti quand même cette fébrilité parisienne avec cette incapacité à marquer, parce que c'est vrai qu'à 10-0 à la mi-temps, il y a cette occasion franche d'essai là, d'abord en bord de touche où Colissi y va pas et puis ensuite l'essai refusé, où on se dit tiens, les Racingmen sont dans le match, mais après ils ont de la casse, très vite ça s'enchaîne et puis on sent que les Toulousains gèrent leur mi-temps et puis en deuxième mi-temps ça déroule et puis en fin de match ça craque. Donc c'est une montée en puissance. Je pense que les Toulousains le savent, mais ça va être une opposition, je pense, différente encore face à Exeter, sans faire offense au Racing, mais le Racing s'est présenté vraiment trop amoindri et la physionomie du match avec les joueurs qui sont sortis trop tôt leur a pas permis de pouvoir tenir la rivalité face à une équipe comme le Stade Toulousain, surtout quand elle se met à prendre confiance, comme ça a été le cas au fil du match. Il faut demander à Mathys comment ils se sont sentis sur le match, s'ils se sont sentis déroulés ou s'ils se sont sentis un peu pris au piège avec ce match qui n'était pas évident à préparer avec cette confrontation. C'est exactement la question que j'allais poser, comme à la répétition. Voilà, question à Mathys Lebel, bien sûr.
Et ouais, non, après, forcément, on était quand même prévenus parce qu'on sait que les chocs franco-français comme ça, c'est souvent des matchs, comme vous l'avez dit, qui peuvent être pièges. Et d'autant plus avec le paramètre du vent, ça fait un moment qu'on n'avait pas joué avec des conditions comme ça. Et forcément, même si on a l'impression de maîtriser notre match au début, sur la première mi-temps, mais à 10-0, t'es pas non plus sorti d'affaire, quoi. Donc, je pense qu'on peut retenir bien sûr, tout n'a pas été parfait, mais le fait d'être très sérieux sur 80 minutes et aussi de réussir à imposer notre domination physique sur le match, je pense que ça fait du bien à toute l'équipe. Mathis Lebel, est-ce que toi, quand tu conclus cet essai à la 34e minute, là c'est le deuxième du Stade Toulousain, mais il est quand même à la conclusion d'un mouvement collectif qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est lié du Stade Toulousain, même si on a souvent marqué des essais il marque souvent, sûrement, Mathis. Ouais, il y a beaucoup de ressentis. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens à la conclusion d'un tel mouvement collectif? Sur le moment, on sent surtout le fait d'apporter à l'équipe, parce qu'on demande quand même à un ailier de finir les coups. Mais c'est sûr qu'après, quand tu revois le match, tu te dis c'est un essai qui colle quand même pas mal à notre physionomie à ce qu'on imagine du rugby. Donc t'es content quand tu marques, et t'es encore plus content, t'es content pour l'équipe, et t'es encore plus content à la fin au niveau collectif de voir comment est mené l'essai, parce que je pense que c'est une action qui ressemble beaucoup à ce qu'on a envie de faire au quotidien, quoi. Tu l'as revu combien de fois, Mathis, cet essai? Les highlights sur YouTube après. Non. Une fois, on a regardé le match et puis c'est très bien. Une fois, il faut pas abuser. Là-dessus. Bon, après, c'est pas l'essai le plus dur que tu as eu à marquer non plus. Hein. Ce qu'on va faire quand même, on va le réécouter, parce que ça, je suis sûr que tu l'as pas réentendu. Allez, c'était sur Sud Radio en direct, cet essai de Mathis Lebel, donc de ce Toulouse Racing des 8e de finale avec Rémi Mességuier notamment. Magnifique le jeu d'Alexandre Roumac pour Romain Tamac, stoppé à 3 mètres de la ligne. Le ballon à disposition pour Antoine Dupont. Est-ce que ce ballon est toujours pour les Toulousains? Que dit Monsieur Dixon? La tentative de pick and go. Où est le ballon? Il est à disposition d'Antoine Dupont. On va écarter avec maintenant Kingard pour Malia. Et l'essai de Mathis Lebel. On en parlait. Il est en forme. Il a mangé la ligne, Mathis Lebel. Et forcément, un ailier en forme qui marque. Et bien le ballon lui tombe toujours dans les bras au moment d'entrer dans l'embut. Et c'est Toulousain. Ouais, et c'est Toulousain. Et ouais, ça fait plaisir de entendre ça. Voilà, l'enthousiasme, et surtout qui suscite cet enthousiasme. Bon, j'imagine quand même que Hugo Mola, avec son expérience, il a un petit peu resserré les boulons là, et vous a dit objectif Exeter. Voilà, il a dû essayer de canaliser l'enthousiasme. Ouais, forcément, parce que ça arrive vite. On sait que déjà les saisons sont très longues et il y a des matchs. Il y a des matchs quasiment tous les week-ends, et encore plus quand tu enchaînes 2 matchs de phase finale, et avec une grosse réception quand même la semaine prochaine contre une équipe qu'on connaît pas tant que ça, qu'on avait joué une fois il y a 4 ans, mais qu'on connaît. Yohan était là d'ailleurs. Et une équipe qui il s'en souvient plus pas tant que ça. À l'époque. Philippe, tiens, une question pour toi, Mathis. Ouais, Mathis, une question qui n'était pas directement destinée, mais par rapport à l'émulation dans ce groupe, on sait que ça a toujours été quand même une des grandes forces du Stade Toulousain. Et puis là, il y a Romain Tamac qui revient, et puis la déclaration d'Hugo Mola hier qui laisse planer quelques doutes sur sa participation au quart de finale, puisque Thomas Ramos, a priori, a donné les garanties pour revenir et reviendrait peut-être au poste de numéro 10. Ça mettrait Romain Tamac sur le banc, voire pas dans le groupe, en fonction du choix de tactique du banc. Est-ce que ça vous paraît logique tout ça, parce que Romain manque encore un peu de temps de jeu, ou un Romain Tamac qui donne les garanties pour revenir, il se réinstalle et forcément ça clôt le débat de Thomas Ramos en 10? Non, je pense que là, les coachs prendront la meilleure option possible dans le but de l'équipe. Le but de l'équipe, c'est de faire un résultat le week-end prochain contre Exeter. Donc je pense qu'ils poseront le pour le contre, et j'ai aucun doute sur le fait que n'importe quelle décision qui soit prise, les joueurs auront été concertés en amont, parce que c'est plus des jeunes joueurs, je pense, et donc ils auront envie d'avoir des explications telles quelles, n'importe quelle explication. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans n'importe quelle situation, tous les joueurs, on a envie de ce truc, c'est d'avancer le plus loin possible dans cette compétition et y aller tous ensemble. Donc forcément, on espère être dans un grand club, et qui dit grand club dit forcément beaucoup d'émulation, beaucoup de concurrence, mais elle est très très saine. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème à
à ce niveau-là. Bien sûr, il y a toujours une part de frustration, mais je veux dire, elle sera la même pour que tu sois Romain Tamac ou un plus jeune joueur. T'es toujours frustré si tu ne dois pas jouer. Mais encore une fois, on n'a pas encore eu l'équipe, donc je peux pas vous en dire plus. Il est bon. Très bon, il a de l'expérience, ce jeune. Hein, il commence à. Il est plus si jeune. Il y a du média training ou quoi? Mais toi, là, sérieusement, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que honnêtement, c'est quand même assez unique d'avoir ce niveau de concurrence quand t'as Romain Tamac qui a toujours été là, Philippe. À Toulouse, ce niveau de concurrence, il a toujours été là. Non, mais à des postes comme ça, il y a des sujets où il y a pas de débat normalement. Si tu veux, là, tu dis que Romain Tamac, tu te dis qu'il est encore peut-être un peu juste. T'as le luxe de faire jouer Thomas Ramos à sa place. Enfin, je veux dire. Mais t'as le choix, c'est soit tu mets Thomas remplaçant, parce qu'il rentre aussi de blessures, et tu sais que Romain. Et puis il couvre, il amène plus d'options. C'est un peu la règle à Toulouse sur le banc. C'est un peu la règle à Toulouse. Normalement, quand tu reviens, tu passes par la case. Non, pas forcément, tout dépend de la gravité de la blessure. Pas sauf pour mais... Non, pas du tout. Moi, j'ai suivi le protocole comme tout le monde. Mais sinon, t'as le choix de mettre Romain. Moi, quand il était jeune, je sais où il faisait la réduc, et vraiment, c'était efficace. Mais t'as le protocole, si on revient un peu au sérieux, messieurs. Il y a la possibilité d'avoir Romain aussi remplaçant de luxe 10-12 voire 15 s'il y a un souci. Donc pourquoi s'en priver? Il faut pas oublier qu'il revient de 8 mois de blessure. Donc prenons le temps. Moi aujourd'hui, sur le match qu'on a vu samedi, il m'a pas paru à bout de souffle ou manquer de rythme. Il a pris les intervalles, il a plaqué, il s'est relevé. Donc c'est un choix stratégique plus que physique ou en fonction de son retour de forme. Son retour de forme, tenir une rencontre comme ça avec le vent dans des conditions compliquées, sortir du terrain et mener une stratégie, il a été plutôt. On a senti le stade maîtrisé, mais ça tapait fort quand même. Ouais, ça tapait très fort. Les Racingmen ne sont pas venus là en se disant on vous donne le match. Sincèrement, s'ils marquent l'essai soit par Colissi ou par Chavancy en première mi-temps, ils reviennent et c'est encore un peu plus serré. Mathis, on va pas t'embarrasser plus avec des questions sur la compo. Si, il a des trucs à faire, parce que je voulais juste te dire quand même, le féliciter, parce que c'est un des exemples pour moi du rugby moderne, de cette capacité à faire autre chose que le rugby et à le faire savoir en plus. Je trouve que c'est un super exemple pour tous les joueurs, parce que je pense qu'en plus, quand tu sais que tu as un pied de chaque côté, t'es quand même bien dans ta tête. L'autre chose, c'est quoi pour Mathis, c'est quoi? Bon, je fais pas faire la liste parce que je le suis un peu et il a beaucoup de projets. J'ai vu les assurances, j'ai vu une loge au marché de Victor Hugo à Toulouse. Il a des sujets avec ses parents et son frère, je crois. Donc il y a plein de climatisation. Mais en tous les cas, je trouve ça, trêve de plaisanterie, je trouve ça vachement bien, parce que même si ce rugby pro aujourd'hui il est très exigeant, je trouve que on se rend pas compte d'à quel point l'arrêt est brutal pour ces joueurs qui ont manqué d'anticipation, et je trouve que ça permet d'être bien dans sa tête. Et surtout, Mathis prouve qu'avec un très haut niveau de performance, c'est quand même possible. Et donc ça doit créer des vocations chez tout un tas de joueurs qui expliquent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Ouais, j'imagine que t'as été un peu élevé comme ça. On rappelle que ton papa Michael a été un ancien troisième ligne quand même de très très bon niveau à Auch notamment et à Lombez. Donc j'imagine qu'on t'a pas laissé le choix. Il fallait être plus réactif. Ouais, non, forcément. Mais après, c'est surtout déjà merci beaucoup. Et mais je pense que c'est surtout la chance d'être bien entouré, parce que je pense qu'aujourd'hui quand même on a besoin, même si je pense que beaucoup de joueurs ont de la volonté, mais il faut réussir à être entouré au bon moment et des bonnes personnes. Donc pour moi ça a été mon cas sur 2-3 situations. Et mais bon, je tiens à remercier quand même les gens qui m'entourent, et notamment mes parents forcément en première ligne. Mathis, on va bien sûr te libérer, parce que quand même il y a un match qui arrive donc dimanche, on le vivra sur Sud Radio face à Exeter, quart de finale de Champions Cup. Dernière petite question quand même sur l'équipe de France. On se dit que à gauche là il y a un potentiel pour s'installer, et que t'as pas encore trouvé complètement le verrou. Je crois que t'as 6 sélections, t'étais une fois dans le tournoi cette année, mais j'imagine que tu dois aussi un peu piaffer. Ouais, bon, chaque chose en son temps, mais forcément là la période elle est à se concentrer au maximum en club et c'est d'être performant. Et après, sûr que quand on a la chance d'être appelé, l'objectif il est tout le temps de vouloir jouer. Il y a là, Yohan me connaît assez bien, c'est que je suis un grand compétiteur et j'aime pas trop être mis de côté, mais il faut savoir ronger son frein et essayer de continuer à faire des performances en club. Et peut-être que à force j'aurai peut-être la chance de pouvoir enchaîner des
des matchs en équipe de France. Mais sa situation, elle est similaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Thomas Ramos, qui faisait pas mal d'allers-retours. Et d'un coup, ça se décante, on ne sait pas pourquoi, comment, et le petit facteur chance. Bon là, il n'a pas été mis sur sa dernière titularisation dans les meilleures dispositions. Appelé la veille, il est arrivé à 2h du matin. Voilà, il faut être patient, travailler et toujours être prêt à mettre les crampons et à jouer comme il le fait. Donc félicitations à lui parce qu'il fait pas de bruit, même si c'est dur psychologiquement de faire des allers-retours. Mais je suis sûr que ça, à force de travail comme il le fait, et ses performances en club, parce qu'elles sont incroyables, ses performances en club, il arrive à marquer quasiment à tous les matchs. Ça va venir. Puis c'est un des postes pour lesquels on sent quand même le moins de certitude de la part du staff. Il y a eu beaucoup de à part Damien Penaud. À part Damien, mais autour de Damien, il y a eu Dumortier, il y a eu Gabin Villiers, il y a eu en plus avec des profils de joueurs très différents. On a essayé de décaler Moefana. On sent que parce qu'il faut que Mathis prenne aussi ce leadership quand il s'impose et il va y arriver, mais il faut qu'il se rende indispensable. Voilà, le message est donné pour Johan. Johan, c'est qui, le grand frère pour toi, rubistique entre guillemets? Le grand frère, je sais pas. Déjà, ça a été, je pense, quelqu'un avec qui on a un respect mutuel, parce que bon, forcément, on a été en concurrence au club. Lui, il était un peu sur la fin et moi au début, donc j'essayais de le pousser petit à petit, mais il lâchait pas le morceau. Donc forcément, on s'inspire un peu des gens qui nous ont fait grandir. Donc voilà, et il a toujours le petit mot, le petit message qui va bien dans presque tous les week-ends. Donc voilà, on va dire, je sais pas, vous trouverez un mot. D'accord. D'accord, mais j'ai bien compris. Il s'accroche même au micro. Là, nous parfois c'est difficile. Même quand on lui dit au revoir, il tient toujours le micro. Il lâche pas l'affaire. Merci Mathis Lebel d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Grand plaisir de t'avoir eu et surtout beau quart de finale dimanche. Profitez bien de ce deuxième match de phase finale. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation aussi de revivre un printemps glorieux comme en 2021. On vous le souhaite en tout cas. Du doublé championnat et Champions Cup. Merci Mathis. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Là, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'actualité du jour. C'est la disparition d'une légende, de la légende du rugby français, André Boniface, incarnation du French Flair. On va en parler bien sûr avec Johan et Philippe et puis vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'actualité du rugby, c'est le lundi, on débriefe bien sûr et parfois les nouvelles tristes viennent un peu bousculer ce qu'on avait imaginé. Et cette nouvelle triste, c'est la disparition aujourd'hui d'André Boniface, légende du rugby français, ancien 3/4 centre, 48 sélections dans les années 50-60 quand même, 54 à 66, 4 tournois remportés, 48 sélections à l'époque, c'est comme si on en avait 120 aujourd'hui. Johan, je te dis ça pour que... Il n'y a pas autant de matchs ? Il y avait pas autant de matchs. Beaucoup moins. Pour en parler, du monde, pas de tournée d'automne. Ouais, et puis surtout des tournées très épisodiques. Alors les tournées étaient longues, mais les matchs du mercredi ne comptaient pas. Et c'est vrai que il y avait beaucoup moins de matchs. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un immense monsieur du rugby. Je faisais la comparaison, c'est un peu comme au foot quand Raymond Coppa. Voilà, c'est un peu de cet acabit-là pour ceux qui nous écoutent. Et pour en parler, quelqu'un qui l'a bien connu, on pourrait même appeler, c'est son fils spirituel peut-être, c'est Patrick Nadal qui est avec nous en direct, ancien président du Stade Montois, mais surtout ancien 3/4 centre de Mont-de-Marsan, après les frères Boniface. Salut Patrick, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir, avec grand plaisir. Ouais. Patrick, j'imagine qu'il y a beaucoup, André allait sur ses 90 ans au mois d'août, mais c'est vrai qu'on l'a tellement vu en forme, pour un octogénaire qu'on voyait encore il y a quelques temps, pour ceux qui allaient dans les Landes à Osgore, le croiser en terrasse de café puisqu'il tenait salon tous les matins avec ses copains. C'est vrai que ça fait un petit quelque chose, un gros quelque chose quand même pour des gens comme toi qui l'ont connu et parce qu'André c'est une figure immense. Hein. Bah ouais, c'est un phénomène. Je l'ai connu, moi j'ai commencé à jouer avec lui, j'avais 16 ans. La première fois, on avait été champion de France cadet. Et il a voulu absolument que j'allais faire un match avec l'équipe du Stade Montois, la première à Montfort, un match amical. Donc je l'ai connu depuis l'âge de 16 ans, 15 ans, jusqu'à 35 ans que j'ai arrêté de jouer. Et ensuite, après, bien sûr, on s'est toujours côtoyé. Alors souvent, une anecdote, je le faisais râler, je lui disais,
tu peux rester comme tu es, c'est facile, tu bois jamais, tu manges jamais, tu sors jamais en rigolant, quoi. Il y avait beaucoup d'affinité entre tous les deux. C'était un mélange je représente un peu son frère parce que j'aimais la vie comme son frère, mais physiquement je ressemblais à lui en tant que joueur, quoi. Et comme je disais, moi j'ai tout appris en le regardant jouer. Tédé verbalement il m'a rien appris, c'est moi en le regardant jouer et en essayant de faire pareil, puis voilà. C'est comme ça que cette amitié, cette passion, il était un peu mon père, un peu son frère, c'est un mélange de tout, quoi. Il y avait beaucoup de passion entre tous les deux. Ouais, et c'est vrai qu'il a été marquant, on va dire en termes, quand on parle du French Flair, il est peut-être la première incarnation de ce petit cliché journalistique. Oui, je pense. Moi, on m'a parlé beaucoup de Martin et Maurice Pratt que je n'ai pas connu, mais d'après André, ouais, moi je l'ai regardé, et quand j'ai commencé à aimer le rugby à l'âge de 15 ans, 16 ans, ça leur a d'en jouer. Je lui ai un coup de cœur pour son allure, sa beauté, tout ça. Et ensuite, j'ai adoré aussi un garçon comme Joe Mazzo, qui pareil avait eu d'allure. C'était important, que le rugby qui jouait et Joe Mazzo qui jouait, c'était de l'élégance, c'était du talent, c'était plein de choses. À mon goût, à moi. Hein. Oui, et ce talent et cette élégance, elle comptait infiniment. Voilà, il était quand même exigeant, André, voire même parfois, il avait un franc-parler qui pouvait déplaire. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais il est toujours passionné, quoi. Ces dernières fois, il m'appelait pour un match. Alors, il me parlait de ça, tout ça. Je lui ai dit, André, le rugby a changé, c'est différent. C'est pas mieux ou plus mal qu'avant, mais c'est différent. Mais une fois, il m'a dit, tu vas me dire toujours la même chose, mais je te répondrai toujours la même chose. Ça, c'était différent, ouais. C'est un passionné vraiment du jeu à la main, du jeu à la tête. Enfin, bref, quoi. C'est lui qui a créé cette image du Stade Montois aussi. Voilà, Stade Montois, dont le club porte son nom, et celui de Guy, bien sûr, les frères Boniface, qui incarnent ce club. Oui. Tout à fait, pardon, François. Mais tout à fait, c'est moi, quand je suis devenu président, qui a ensuite évolué que le stade s'appelle Boniface. Hein. Donc, on a commencé par l'appeler Guy Boniface, parce qu'André était toujours évident. Il m'a dit, mais c'est pas grave, Patrick, tu l'appelles Guy Boniface, ça c'est important. C'est le mot de Guy et de Boniface qui est important. Voilà, et avec le maire Philippe Alaberry de Mont-de-Marsan, on a réussi à convaincre tout le monde, et on a appelé le stade Guy Boniface, qui ensuite est devenu le stade André Guy Boniface. Philippe Spanghero, voilà, quand on parle de grands noms, il y a Philippe Spanghero qui est là, et forcément, j'imagine que Philippe, voilà, ce nom t'évoque quelque chose, parce que toi aussi tu connaissais André. Ouais, bien sûr, moi, je l'ai côtoyé au départ grâce à ma famille, et puis après grâce à Serge Kampf, parce que j'ai eu la chance de vivre des très beaux moments avec Dédé, qui était qui faisait partie de la garde rapprochée de Serge Kampf. Et notamment le dernier grand voyage de Serge Kampf, qui était déjà malade en 2011 en Nouvelle-Zélande, et on a passé 10 jours. Et là, j'ai vraiment découvert André. J'étais très souvent avec lui. Il était très affectueux avec moi. Il aimait beaucoup les gens. J'ai été très triste de la nouvelle ce matin, mais j'ai quand même pas pu m'empêcher d'être heureux pour lui, de me dire qu'il avait enfin rejoint son frère, parce que c'était quand même perturbant. J'ai rarement rencontré des gens qui gardaient cette peine en eux pendant autant d'années, de dizaines d'années, quoi. Il parlait de son frère encore aujourd'hui, jusqu'à hier, avec tellement de passion et de tristesse, d'admiration. Et à la fois c'était magnifique, et à la fois c'était quelque part triste, parce que il a passé sa vie un peu enfermé là-dedans. Et donc voilà, aujourd'hui ils sont réunis là-haut, et puis qui continuent à parler de French Flair et à inventer des combinaisons, parce que ça a quand même été les premiers, les deux frères, à inventer des combinaisons derrière, au-delà de la grande philosophie du French Flair. Voilà, Patrick. Oui. J'imagine que, on va dire, la famille du rugby landais est aussi mobilisée. Enfin, que depuis, ça doit sonner partout là. Là, j'ai reçu combien d'appels, bien sûr, mais c'est normal. Il avait un charisme assez extraordinaire. Il était et puis il bougeait pas physiquement. C'était incroyable. Je me répète un peu, mais c'était impressionnant. Tu le parlais maintenant, c'est comme s'il avait arrêté de jouer hier, quoi. C'était phénoménal, quoi. Voilà. Il ne fumait pas, mais il mangeait du riz au lait, disait Annie, sa femme, que l'on salue ce soir, ses enfants, Corinne, Hélène, François, bien sûr, et les petits-enfants, toute la famille. Voilà, merci Patrick d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et on tenait quand même à rendre un grand hommage à cet immense monument du rugby français, André Boniface, donc qui nous a quittés aujourd'hui. Il le mérite, effectivement. Merci Patrick, bonne soirée. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour continuer à évoquer l'actualité du rugby et
aussi le débat. On va en parler dans un instant. Il y aura Louis Picamol et Thomas Charabas qui seront avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h30 au cœur de la mêlée sur Sud Radio, vous êtes avec nous et vous avez bien raison parce qu'on reparle de toute l'actualité rugby et puis on essaie d'élargir aussi un petit peu le spectre, voilà, et on est heureux d'accueillir sur notre antenne bien sûr Yoann Huget et Philippe Spanghero qui sont là bien sûr au soutien. J'ai l'impression d'être un talonneur bien entouré là, vous voyez, avec un gaucher, un droitier d'envergure pour nous voir sur l'appli d'ailleurs, c'est une première ligne assez solide. Assez solide, enfin, relativement svelte quand même. Ouais. Enfin bon, voilà. Bon, bref, c'était une façon de parler. T'as connu les Raptous, c'est pas, il faut pas comparer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus pour la photo. En tout cas, on est heureux d'accueillir avec nous Louis Picamol, qui est avec nous, légende du rugby aussi, jeune retraité. Merci Louis d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Très content. Voilà, Yoann Huget, Louis, je pense qu'il y a des. Enchanté, Louis. Enchanté. Je viens d'apprendre que tu avais joué première ligne. Accroche-toi là. Tu reprends un peu. Mais... ouais, voilà. Parfois, il peut y avoir des reconversions un peu bizarres. Voilà. Plutôt, ouais. Louis, bon, et tu es avec nous bien sûr. Thomas Charabas est là également, arbitre du top 14 et médecin dans le civil. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio bien sûr. Alors on parlait de l'actualité. Tout d'abord Louis, je me tourne vers toi sur un peu ton regard, toi qui as été titré notamment en champion d'Europe, on dit plus ça maintenant, Champions Cup, mais avec Toulouse. Comment tu les as trouvés ces Toulousains face au Racing ce week-end? Fidèles à eux-mêmes, impressionnant depuis le début de la saison, que ce soit malgré certaines absences, ils ont toujours répondu présent et là ils récupèrent petit à petit toute leur force vive et on voit que voilà, comme toujours, Toulouse arrive en forme au bon moment quand le printemps arrive et cette année ne déroge pas la règle, donc voilà, même si le Racing je trouve a répondu présent mais a montré certaines limites et face à une équipe du Stade Toulousain comme elle était performante dimanche, c'était impossible pour eux de rivaliser, donc voilà, pour moi c'est un score logique et Toulouse est encore présent sur les phases finales de Coupe d'Europe, donc je pense qu'on va pouvoir compter sur eux encore une fois cette année. Ouais, ça fait partie de tes meilleurs souvenirs de club, tes années toulousaines? Oh oui, c'est sûr que 7 ans à Toulouse qui ont marqué ma carrière, parce que déjà c'est avec ce club que j'ai gagné mes titres, puis c'est là que j'ai rencontré beaucoup d'amis, voilà, j'ai grandi en tant que joueur et aussi en tant qu'homme, donc Toulouse compte énormément dans ma vie rugbyistique et ma vie humaine aussi, parce que c'est là que j'ai mes deux fils qui sont nés, enfin voilà, donc une ville qui compte beaucoup pour moi et un club qui compte énormément aussi. Je suis déçu, Louis. Je pensais que tu allais dire l'UBB, mais je comprends. L'UBB aussi, mais différent. Non, je rigole. Après, son nom King Louis est venu de Northampton quand même, donc ça a fait toute sa réputation internationale. Ouais. Juste, on va bien sûr sur le fait, je crois qu'il n'y a qu'un Anglais qui est dans les quarts de finale. Il y a Exeter seulement. Non, Northampton. Harlequins, les Blues. Harlequins, oui, pardon. Voilà, non, c'était les Sud-Africains. Il y a 3 Français, 3 Anglais et un Sud-Africain. Et un Irlandais, un Sud-Africain. J'ai confondu les Anglais et les Sud-Africains. Sur la santé du rugby anglais, peut-être que tu suis toujours, toi qui as été donc à Northampton. Comment tu vois quand on voit les Saracens souffrir autant contre l'UBB samedi? Est-ce que c'est uniquement économique selon toi? C'est économique, il y a une des raisons, mais après pas seulement, c'est aussi, je pense, générationnel. On le voit, nous, le top 14 ne cesse d'augmenter son niveau, mais c'est aussi dû quand on voit la performance de nos jeunes U20, ça explique aussi pourquoi le championnat français se porte aussi bien. Et en Angleterre, des gros soucis financiers, on le sait, et derrière, forcément, pas mal de joueurs qui s'en vont, qui cherchent à aller ailleurs parce que c'est compliqué. Et donc forcément le championnat en pâtit. Malgré tout, attention, parce que ce soit Northampton, Exeter ou Harlequins, même si pour moi c'est pas les mastodontes de ces quarts de finale, mais c'est des équipes sur lesquelles il va falloir compter. On connaît la fierté et l'orgueil anglais, et je pense qu'il va compter sur ces phases finales.
Mais c'est vrai que même quand on voit l'équipe nationale, que le rugby anglais est quand même malade et a besoin de retrouver un second souffle. C'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer en Angleterre, parce que comme je dis souvent, c'est vrai que le rugby français est quand même fort. On est déjà le seul championnat au monde à avoir 2 divisions professionnelles. Et être fort tout seul, ça sert pas à grand chose, quoi. Et on voit qu'autour de nous, il y a le Japon, mais qui est un modèle très spécifique. Et on voit que partout ailleurs, ça se casse un peu la gueule. Au Pays de Galles, il y a eu une négo l'année dernière avec la menace de grève des internationaux gallois, avec une réduction importante de la masse salariale. C'est pareil en Angleterre aujourd'hui, donc les joueurs s'en vont et nous, on est quand même un peu protégés avec le sujet des gifs, donc ils peuvent pas venir massivement. Mais c'est intéressant et je me demande moi-même dans quelle mesure ils vont pas être absorbés par l'URC, qui devient un championnat costaud. Ils ont le même actionnaire, CVC, qui a racheté l'URC et un bout de la Premiership pour les sauver de la faillite, parce que il y a plus que 9 clubs. Ils ont sacrifié leur 2e division professionnelle. Et quelle est la solution, Philippe, à tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un modèle économique des Anglais qui était, il y a 10 ans, largement devant nous. Mais la preuve, c'est que le modèle économique n'existait pas. C'était une bulle spéculative. C'est impossible d'accumuler des niveaux de dette pareils. Alors là, ils ont vu la fenêtre de tir du Covid pour se cacher derrière ça. Mais les niveaux de dette dont on parle, c'est absolument pas le Covid qui les a créés. Plus de 350 millions de dettes cumulées. Ça veut dire que nous, on râle souvent des contraintes de la DNACG, parce que c'est vrai que pour les dirigeants de clubs, c'est extrêmement contraignant. Mais ça protège aussi énormément les clubs et les championnats en cours de saison, parce que le boulot de la DNACG, c'est de dire que ils vont tout faire en amont pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaillance en cours de saison, pour fausser la dimension sportive. Mais bon, voilà, c'est pas le débat du soir, mais en tous les cas, c'est quand même super intéressant, parce que le rugby à l'avenir a quand même besoin de pays très forts économiquement. Et là, quand on voit ce qui se passe en Angleterre, on se dit qu'on est un peu seul au monde, quoi. Quand on voit que même les champions du monde sud-africains ont même pas de ligue professionnelle et arrivent à gérer leurs équipes. Parce qu'ils sont rentrés dans la Coupe d'Europe aussi. Voilà. Et après, peut-être que le passage de Louis en Angleterre a fait très mal. Hein, non. Il le paye encore. Il le paye encore. Hein. Par rapport à ce que tu dis, Philippe, c'est vrai que le modèle économique anglais aussi reposait beaucoup sur des mécènes, là où il n'y avait pas de réglementation, on va dire, sur les investissements qui étaient faits. Et je pense peut-être qu'aujourd'hui, il le paye cash, parce que nous, effectivement, alors certains présidents râlent pas mal contre la DNACG, mais elle régule quand même bien les masses salariales et empêche certains de faire n'importe quoi. Et je pense que ça protège quand même l'ensemble de l'économie du rugby français, là où les Anglais avaient pas trop de limites. Et je pense qu'ils le payent un peu aujourd'hui, entre la sortie du Brexit et entre le Brexit, pardon, et donc la sortie de l'Union européenne et c'est certains aussi investisseurs qui sont partis du rugby anglais explique aussi les maux qui subissent aujourd'hui. C'est très business ce soir au cœur de la mêlée, mais on va quand même revenir sur l'économie au cœur de la mêlée. Bien sûr, c'est ça aussi le rugby et sa richesse. Quentin, tiens, oui. Les quarts de finale, et on va faire réagir Thomas Charabas sur les arbitres sont connus des quarts de finale, des affiches des quarts de finale de Champions Cup. Exactement, la liste est tombée aujourd'hui. Il y aura notamment l'anglais Carl Dixon pour la rencontre Leinster-La Rochelle, pour la rencontre entre l'UBB et les Harlequins. C'est l'italien Andrea Piardi qui sera au sifflet. Pour Northampton face aux Bulls, c'est le français Mathieu Reynal qui sera au sifflet. Et puis enfin, pour la rencontre de dimanche Toulouse-Exeter, c'est l'Irlandais Chris Busby qui sera au sifflet. Ouais, Thomas, on entend, alors je sais pas si c'est un truc de journaliste ou comment, on va se tutoyer, comment toi tu le sens, mais est-ce qu'il y a vraiment une telle différence d'arbitrage entre le top 14 et la Champions Cup? Alors bonsoir tout le monde. Non. Alors une différence d'arbitrage, il peut y avoir quelques éléments, mais en fait il faut voir plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez les meilleurs joueurs, les meilleures équipes françaises qui jouent avec un très bon niveau, avec éventuellement une façon de jouer, une pression qui est pas la même. Je pense que on joue pas forcément la même chose si on a la peur de perdre le match et de descendre. Donc les types de matchs sont pas les mêmes. Et après, effectivement, concernant la Champions Cup, il y a une sélection. Il y a les 4 meilleurs arbitres français, les 4 meilleurs arbitres anglais, etc. Donc oui, le niveau est supérieur. Après, il y a des arbitres qui arbitrent en challenge européen.
qui feraient pas forcément partie des meilleurs arbitres français s'ils étaient en top 14. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Tiens, Philippe et Johan, réaction. Vous voyez une différence? Parce que moi je la vois pas trop. Je vois des équipes en revanche qui se jettent plus vers dans des matchs éliminatoires, donc qui se livrent une plus grande bataille dans le jeu, dans un jeu plus débridé. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un arbitrage très différent. Pourtant, c'est un peu ce qu'on entend, ce qu'on lit. Nous, c'est ce qu'on ressent aussi sur le terrain. Peut-être pas différemment. Peut-être que c'est les équipes qui jouent différemment. Donc du coup, on pense que l'arbitrage est différent. Mais comme on a pu voir, si on regarde les autres matchs de la Champions Cup ce week-end et celui du Stade Toulousain Racing, on est quand même sur un match proche de top 14. Parce que les deux équipes se connaissent, parce qu'on essaie de ralentir un peu les ballons. Voilà, c'est la mentalité un peu de ce top 14. Et on avait entendu, je crois, Antoine Dupont au début de la Coupe d'Europe, en disant quand on tombe sur des équipes qui ne ferment pas le jeu et qui font pas des mêlées touches, ça donne un jeu un peu plus débridé, et du coup les arbitres vont dans ce sens-là aussi. Oui, c'était notamment après le match contre les Harlequins, je crois, il y avait eu 40 points, ça avait été un score assez fleuve. Mais ils avaient du mal en top 14 avec des équipes qu'ils avaient pas mal contrées, donc du coup ça leur avait donné un peu d'impulsion. Moi, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais j'ai quand même l'impression que, par exemple, quand je regarde La Rochelle, il y a les arbitres étrangers, et particulièrement quand ils arbitrent des Français contre des équipes soit britanniques, soit sud-africaines maintenant, il y a une forme de tolérance sur les zones de ruck quand même, sur la zone plaqueur et l'action de grattage. J'ai quelques actions en tête qui m'ont un peu perturbé sur le match de La Rochelle. C'est sur cette zone-là et cette phase de jeu-là que je trouve qu'il y a le plus grand écart d'arbitrage. J'ai entendu un oui, c'était Louis, il me semble, hein. Louis Picamol. Ouais. Non, mais je rejoins Philippe, c'est vrai que moi, quand je jouais et toujours maintenant que je suis observateur, je trouve quand même que l'arbitrage est différent. Alors, comme dit Johan, peut-être que ça vient aussi du niveau des équipes, mais j'ai quand même la sensation que surtout les zones de rush ne sont pas arbitrées de la même manière. Et c'est pas la première fois qu'il y a ce débat sur la table. Et je pense qu'à un moment donné, s'il est encore présent, c'est que forcément il y a une part de réalité. Donc je trouve même les arbitres français différents quand ils arbitrent des matchs de Coupe d'Europe que quand ils arbitrent les équipes françaises en top 14 dans une certaine tolérance qu'il peut y avoir dans les rucks qui laissent pas faire en top 14 et qui se laissent faire en Coupe d'Europe. Alors est-ce que c'est des directives qui sont différentes? Je sais pas. Ça tombe bien le mot d'un arbitre. Ça tombe bien le mot. Mais Thomas est content. Voilà. On va faire le lien. Thomas Charabas, c'est une question. On ne sera pas venu pour rien. Thomas. Ouais, non, alors les directives, théoriquement, on essaye de coller de plus en plus à ce qui est demandé par World Rugby et donc par le PCR en Coupe d'Europe. Donc normalement, les directives sur le plaqueur, on les applique de la même manière. Après, j'ai pas l'impression qu'on soit plus laxiste ou plus rigoureux, mais vraiment, moi, je pense que ce qui peut changer, c'est la façon dont dont les équipes ont envie d'utiliser le ballon. J'ai vraiment eu l'impression que voilà, il y a en Coupe d'Europe, on essaye de jouer davantage. Je veux dire, quand je siffle une pénalité, les équipes sont déjà prêtes à aller en touche, etc., etc. Il y a un peu plus de rythme qui est mis parce qu'il y a peut-être moins de pression de la défaite, on va dire, sur certaines équipes. Donc voilà, mais j'ai pas l'impression de voir le même match sur deux équipes de top 14 qui se battent pour pas perdre de points et pas finir 13e, quoi. Donc si je suis ouais, vas-y Louis. Non, mais parce que est-ce que justement par rapport à ce que je viens d'entendre, est-ce que justement ça n'a pas un impact inconscient sur l'arbitrage de se dire, parce qu'on dit souvent que le top 14 c'est roublard, ça a tendance à des fois un peu tricher, on va dire. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce psychologique qui rentre en jeu dans l'arbitrage quand vous arbitrez le top 14 et quand vous arbitrez deux équipes européennes où vous êtes moins focalisé sur ce truc de se dire il y a plus de rythme, ça triche un peu moins, donc au final on a l'impression que vous êtes un peu plus laxiste dans certaines zones qu'en top 14, beaucoup moins. C'est le ressenti que j'ai. Alors peut-être qu'après c'est
l'inconscient qui parle par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer sur le fait qu'il y a moins de pression de résultats en Coupe d'Europe, plus ou moins, on va dire, qu'en top 14. Et je sais pas. Après, les équipes françaises ne sont pas arbitrées par les arbitres français en Coupe d'Europe. Donc peut-être que s'ils étaient arbitrés par les arbitres français, peut-être qu'il y aurait une sensation différente. Je ne sais pas. Oui, il y a des philosophies entre arbitres britanniques et entre arbitres français qui sont un petit peu différentes. Notre façon d'aborder les choses n'est pas exactement pareille, eu égard de nos histoires personnelles, etc. Peut-être qu'en France, comme on a traversé avant d'arriver en top 14 des championnats plus rudes en fédéral ou comme ça, où il fallait plus tenir les matchs que être précis dans les rucks. Peut-être que c'est ça qui peut changer. Je ne sais pas, mais bon, à voir. Mais nous aussi on entend souvent ça, mais on n'essaye pas de modifier notre arbitrage pour pas perdre les joueurs justement. Donc à suivre. En tout cas, ce que l'on suit nous sur Sud Radio, c'est un peu aussi un débat qu'a lancé World Rugby sur des nouvelles règles qui voudraient faire évoluer notre sport. On sait que les règles sont tout le temps en évolution, mais là il y aurait quand même des évolutions assez importantes. Et je sais, Philippe, que tu es sensible, et je sais que ça va être discuté le 9 mai, je crois, dans un comité spécial. Possibilité de faire un arrêt de voler sur un coup d'envoi, un marque sur un coup d'envoi, la suppression de la règle dite Dupont afin de voir moins de ping-pong rugby. Bon, ça, on s'en plaindra peut-être pas. La suppression de la possibilité de prendre une mêlée sur les coups de pied francs, l'apparition d'un carton rouge de 20 minutes et aussi interdiction de la prise crocodile pour déblayer les rucks. Ça, c'est pour la sécurité des joueurs. Est-ce que, on n'en oublie pas, Philippe, là déjà? Non, je crois pas qu'on en oublie. Alors, j'y suis sensible parce que par hasard, j'ai rencontré une boîte au Royaume-Uni qui a fait une étude pour World Rugby sur la façon dans l'histoire du rugby dont le jeu au pied était utilisé et sur les situations de match dans lesquelles on utilisait le plus de jeu au pied. Donc, j'ai compris que World Rugby était dans cette réflexion, utiliser aussi la data pour ça. Donc ça, je trouve ça bien de se mettre en mouvement parce que il faut que nos règles évoluent quand même. Mais ce qu'on disait samedi, et la limite de tout ça, c'est que il y a beaucoup de sujets qui tournent autour des zones de conquête finalement, sous la pression de pays, notamment la Nouvelle-Zélande, qui sont moins sensibles historiquement et philosophiquement que nous. Et encore une fois, nous, on a une problématique comme pas les autres sports, c'est cette proximité avec le rugby à 13. Et donc, il faut faire attention dans l'évolution de nos règles, à pas aller trop loin, à pas perdre le public d'abord, qui doit réapprendre les règles comme nous, beaucoup trop régulièrement, et à pas devenir une forme de jeu à 13, quoi. On va faire réagir Thomas Charabas, bien sûr, Johan aussi, mais peut-être Louis sur ce point. Est-ce que tu penses que World Rugby veut trop changer les règles? Moi, complètement. Moi, c'est un truc qui me... c'est aberrant, je trouve. On doit être un des seuls sports qui, chaque saison, peut-être, change ses règles. Et il ne faut pas qu'on s'étonne après qu'on ait du mal à suivre. On est un sport de plus en plus populaire, mais malgré tout, on perd chaque année des gens. Moi, quand je discute autour de moi, il y en a plein qui me disent j'adore aimer le rugby, mais c'est pas possible. Vos règles, quand je commence à les comprendre, on me rechange une règle, on en rechange une, on a l'impression qu'on veut... Je sais pas à quoi on joue, mais je pense qu'historiquement, on doit être le seul sport qui, chaque année, change autant de règles. Ça me paraît fameux. Alors, j'ai hâte d'entendre le raisonnement arbitral là-dessus, mais ça, pour eux, je m'imagine même pas. Déjà, nous, les joueurs, je me souviens, chaque année, il faut se réapproprier la règle, mais j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, parce qu'on a une marge d'erreur, mais l'arbitre, chaque année, il faut quasi apprendre un règlement et s'adapter chaque année à ce que pensent des mecs, je sais pas où, pour faire en sorte que satisfaire, comme disait Philippe aussi, les lobbies de certains pour favoriser plus une phase de jeu qu'une autre. Et on est sans cesse en train de s'adapter au lieu d'arrêter des choses. Sur la sécurité, là je suis d'accord qu'il y a des choses à modifier pour... Après Louis, on est surtout un jeu sur l'interprétation. C'est ça qui est difficile à comprendre. On peut expliquer une règle,
mais elle peut être interprétée différemment en fonction de l'arbitre, en fonction de l'événement, le jeu, plaquage haut, c'est plaquage haut. Enfin, quand on veut supprimer l'option mêlée lors d'un coup de pied franc, une des options. Ouais, mais c'est pas très grave, mais enfin, ça on n'aurait pas pu laisser face à l'Afrique du Sud. Ça peut dénaturer le jeu. La réaction de Thomas Charabas, arbitre qui se prête au jeu ce soir avec nous, justement. Est-ce qu'on touche trop aux règles, entre guillemets? Alors nous, les arbitres, on est assez peu sollicités. Il n'y a que quelques arbitres peut-être qui sont dans un groupe de réflexion à très haut niveau pour évaluer ça. Mais nous, en fait, on est un peu comme la police et la justice, c'est-à-dire qu'on nous écrit des lois et on nous dit qu'il faut les appliquer et on n'a pas trop notre mot à dire dessus. Donc sur des règles, des changements de règles pures, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Nous aussi, ça nous met dans l'inconfort. Et en parallèle de ça, World Rugby essaye de rendre les règles plus accessibles et plus lisibles pour les gens, c'est-à-dire qu'ils ont pris le livre des règles historiques et ils ont épuré plein de lignes pour que ça soit plus simple pour le grand public de lire. Mais alors paradoxalement pour nous les arbitres, des fois ça nous complexifie la tâche parce que ils ont enlevé des morceaux de règles et on se retrouve en difficulté pour justifier telle ou telle chose. Donc pour nous, franchement, c'est pas. Vous avez sont pas hyper Thomas, mais après des fois c'est intéressant. Tu as un exemple à nous donner là sur ce l'alinéa qui a été supprimé et qui t'a mis dans la difficulté ou en tout cas. Mais pas plus tard que le week-end dernier, j'étais à Perpignan, je siffle, il y a un coup de renvoi d'un but qui va directement en touche, donc qui arrive jamais quoi, mais bon là c'est arrivé et donc il y a des options mêlées, etc. Et j'ai mis 2 jours à réussir à trouver où était écrit dans la règle à quel endroit on doit jouer la mêlée. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit la jouer à l'endroit où le ballon est porté? Est-ce que c'est au milieu? Sur les 22. Non, parce que c'est dans la but. Donc c'est à 5 mètres. Mais oui, mais à quel endroit? Au milieu du terrain, en face de la beauté. Donc c'est au milieu des poteaux. Et historiquement, dans les anciennes règles, alors c'était un peu similaire avec les Rambo 22, c'était très clairement écrit. Là, il faut aller chercher dans un endroit parce qu'ils ont voulu diminuer le nombre de pages qu'il y avait dans les livres de règles. Donc, bon, même pour nous, ces choses-là, alors c'est très technique, mais ça nous met en difficulté. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que pour nous, tous ces changements de règles, on est obligé aussi chaque année de s'adapter. Mais après, il y a des changements de règles qui sont intéressants et bénéfiques. Je pense que actuellement, personne ne veut revenir aux 5 mètres en mêlée. Je veux dire, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, il faut qu'on teste des fois des choses pour voir si on les garde ou on les garde pas. Et le petit train, Thomas, c'est pénible, ça. Est-ce qu'il pourrait pas y revoir quelque chose? Parce que tu sais qu'à la base ça dure toujours plus de 5 secondes. Ça durait plus de 5 secondes et on n'a jamais vu un arbitre sanctionner quand vous dites jouer Mathieu Reynal le sanctionner. Australie, il s'est fait étrier. C'est une pénalité qui dit. Oui, mais là sur le ruck et la zone de ruck qui dure, c'est interminable. On rajoute un joueur et quand vous dites jouez-le, on regarde et avant que le mec y joue, il y a au moins 10-15 secondes. Et ça, on peut pas y revenir dessus. Peut-être pas 15 secondes parce que ça paraît très long, je pense, mais quand non, mais c'est son côté latin, ça, c'est son côté latin, c'est ça. Allez, voilà. On vous incite à dire jouez-le plus rapidement, effectivement, pour dynamiser ces choses-là. Après, mettez-vous à la place de l'arbitre. Par exemple, ce week-end, on parlait des différences entre les championnats. Bon, c'est vrai que des fois, en top 14, on a des mêlées qui sont pas géniales, qui se cassent la gueule, etc. On est à 54% de mêlées jouées. Ce week-end, j'étais aux Osprey Sale avec Mathieu Reynal, on a 2 mêlées sur 12 qui se sont jouées. Donc, et je mens pas sur les stats, c'est vraiment ça. Donc, c'est compliqué aussi. Donc, je veux vous dire, imaginez, vous êtes arbitre, vous savez que vos mêlées, elles se passent mal parce que depuis le début du match, elles sont toutes par terre, vous avez une pénalité à chaque mêlée. Est-ce que vous avez vraiment envie de siffler que le ballon a mis 6 secondes à sortir, derrière on va partir sur une mêlée qui va probablement tomber, qui va finir en pénalité ou la refaire. Donc nous aussi on est un peu tiraillé dans ça. Des fois on n'a pas envie de donner une mêlée parce que on se dit oh putain excusez-moi, mais on va partir sur une minute de mêlée. Non mais Thomas, moi je vous comprends très bien parce que surtout celui qui va appliquer la règle va passer pour celui qui va tuer le jeu quoi. C'est un peu ça. Il y a des gens qui nous disent ouais mais pourquoi vous laissez pas la mêlée se jouer? Des fois la mêlée elle s'est effondrée d'emblée ou officiellement quand la mêlée se relève, quand les joueurs sont relevés en position relevée, on peut pas laisser l'avantage. Par exemple, nous aussi on est un peu cadenassé dans la règle, donc soit on s'assoit dessus
Mais bon, c'est pas notre rôle non plus. Soit on applique les choses. Donc nous aussi, on est franchement tiraillés entre laisser jouer. On a conscience que des fois on est des censeurs, mais voilà. Donc on essaye de ménager la chèvre et le chou et on fait au mieux pour contacter tout le monde. En parlant de chèvre, Louis, et on vous remercie. C'était. Allez, on est obligé de tourner une petite page là. Vous pouvez rester avec nous jusqu'au bout. Il nous reste encore 4 minutes, mais sinon on vous libère. Mais nous on doit faire une petite pause en tout cas. Thomas Charabas, Louis Picamol, c'est vous qui choisissez. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby, et Cédric nous a appelé au 0826 300 300. Cédric de Castelnau-Estrefond, c'est ça Castelnau d'Estrefond. D'Estrefond, d'accord. Bonsoir Toulouse, Cédric, à côté de Toulouse. Bonsoir. Voilà, c'est ça, ouais. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Louis Picamol et Thomas Charbas, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. On y prend goût. On y prend goût avec bien sûr Yohann Huget et Philippe Spanghero, bien sûr. Voilà, on parlait de ce changement des règles. Alors il y a quand même l'entraîneur d'Exeter qui était excédé, j'ai envie de dire, par cette perspective. Voilà. Est-ce que toi, Cédric, qui nous appelle du 31, donc de Haute-Garonne, tu vois ça d'un bon œil ou pas? Toi, c'est qu'on fasse encore des modifications de règles? Ben, c'est très compliqué quand on est spectateur. C'est vrai que pour nous, c'est compliqué de changer de règles chaque année. On n'est pas au plus près des joueurs, au plus près des staffs. Mais bon, comme disait, il me semble, Yohann, le plus dur, c'est l'interprétation qu'ont les arbitres maintenant. Parce que c'est vrai que c'est eux qui gèrent le jeu et d'après leur interprétation personnelle. Puisque maintenant, on le voit dans tous les staffs des clubs de top 14, il y a des arbitres qui interviennent et qui se projettent par rapport au match qu'ils ont à jouer le week-end sur les arbitres qui vont les arbitrer parce que chacun interprète à sa manière. Là, je pense que Thomas pourra pas être d'accord forcément, mais c'est vrai qu'il y a une dimension un peu psychologique. Moi, je trouvais que cette règle du petit train, là, elle est intéressante parce qu'on le disait, on a commencé à avoir le débat samedi avec François Duboisset. On disait finalement, là, le panel de règles, il est déjà bon, mais il faut homogénéiser l'interprétation. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, mais on peut pas dire quand même qu'il y a interprétation des arbitres sur beaucoup de règles. On sait que la règle de mêlée, l'arbitrage de la mêlée est toujours difficile. C'est zone de ruck, mais bon, je sais pas ce qu'en pense Thomas Charras, mais je vois pas trop d'autres cas où il y a un sujet d'interprétation. Les interprétations, elles sont aussi liées. En fait, il faut comprendre que nous, notre travail, c'est aussi de trier, c'est-à-dire de regarder je vois une faute, parce que si vous voulez que la prochaine journée de top 14, vous dites, on prend le pari maintenant, si vous voulez que je siffle tout ce que je vois. Allez, on prend le pari. Franchement, si vous tenez plus de minutes devant le match, ça va être compliqué. Donc voilà, je suis obligé aussi de faire du tri, c'est-à-dire que trier, c'est pas laisser faire, c'est-à-dire que je vois une faute, je décide que cette faute n'a pas d'incidence, donc je ne donne même pas d'avantage parce que je considère qu'elle n'a pas de matérialité. C'est ça la difficulté, c'est qu'au rugby, au foot, quand ils font des longues diagonales, etc., il y a pas de faute, ou quand les joueurs au rugby font des passes, donc, globalement il n'y a pas de faute. Par contre, dans les situations au sol, il y a énormément il y a à boire et à manger, donc je suis obligé de trier. Sinon, tout le monde, déjà que je vais faire 50% dessus à la fin du match, là j'en ferai 100%. Donc je suis obligé de trier. Donc forcément, il y a de l'interprétation et donc parfois des incompréhensions. Et ça, on le comprend. On essaie de le limiter, mais c'est... Thomas Charabas, c'est plus dur de faire médecine, ce que vous faites dans le civil, ce que tu fais dans le civil, ou de devenir arbitre? On parle vrai sur Sud Radio. Alors c'est plus dur, oui, c'est quand même, il y a un peu plus d'années d'études quand même pour en médecine. Et puis bon, moi quand j'ai un doute en médecine, je peux pas trop utiliser la vidéo. Ou alors si on revoit un truc, c'est qu'on s'est planté, mais beaucoup plus gravement. Donc non, c'est complémentaire. C'est en fait bon, moi je suis médecin urgentiste et je dois prendre des décisions un peu dans l'urgence, des décisions importantes des fois. Donc, si tu dois faire une suture à quelqu'un, c'est pas une situation urgente, mais il y a d'autres situations beaucoup plus chaudes avec le SAMU ou comme ça. L'avantage c'est que là il n'y a pas 15 000 personnes qui nous hurlent dessus, mais quand on a une situation compliquée d'arbitrage vidéo dans un stade et qu'il faut prendre une décision, mais ça s'y apparente un petit peu aussi. Oui, puis ça remet en perspective aussi les niveaux, les échelles dans la vie, quoi. Parce que quand tu as fait quelques déçus sur un match et qu'à côté de ça, tu as la vie de quelqu'un entre les mains, bon, tu relativises la décision de vidéo, quoi. Tu extrapoles un peu, Philippe, quand même, là. Les enjeux, quand même.
Ok, bon, ben voilà, c'était le mot de la fin. Cédric, pardon, parce que voilà, on a été bavard et du coup, on n'a pas pu te permettre de poser une deuxième question. Mais en Lundi tout cas, prochain. voilà, lundi prochain, tu es le bienvenu, Cédric, si jamais tu veux nous rappeler. Et on remercie Louis Picamol. Sud Radio lui prennent les billets, je pense. Bien sûr, Louis Picamol, ça c'est Johan qui prend. Ouais, c'est Johan qui prend. Louis Picamol, merci Louis d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'entendre. Merci à vous. Et Merci pour l'invitation. 82 sélections Au revoir, cadets Louis. en équipe de France, il faut le rappeler. Allez, à très bientôt. Les clés d'une vie, Jacques Pessy. Et on remercie Thomas Charabas, bien sûr. Bon match ce week-end. C'est quoi ce week-end pour toi? Eh bien, je serai avec Mathieu Rénal à Northampton pour le quart de finale contre les Bulls. D'accord, mais là où Grand match. Louis a sa statue, sans doute. Allez, on va se retrouver Vous irez ce vous week-end. recueillir. Excellente soirée. Merci. À très bientôt sur Sud Radio.